This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, dans lequel je reçois aujourd'hui Nicolas Guilleneuf, créateur du podcast Let's Trail. Lancé en 2019, il compte aujourd'hui près de 300 épisodes. Podcasteur passionné et trailer expérimenté, Nicolas partage dans cet épisode avec sincérité son parcours, ses réflexions et la manière dont il a su transformer sa passion en un véritable projet de vie. Alors dans notre échange, vous découvrirez ses débuts en trail, du football qu'il pratiquait étant jeune, aux premiers pas sur les sentiers provençaux dans ce massif de la Sainte-Baume où sa passion est née. Il évoquera également l'aventure Let's Trail, pourquoi il s'est lancé dans le podcast et comment il en a fait aujourd'hui un média incontournable dans le monde du trail. Il évoquera également sa reconversion professionnelle. Après 15 ans dans les télécommunications, il choisit de tout quitter pour devenir coach sportif grâce notamment au soutien de sa communauté et à l'élan généré par son podcast. Nicolas a une vision du trail qui doit rester pour lui un sport en pleine nature, associant technicité, plaisir et respect dans un équilibre de vie. En tant que coach, sa philosophie est beaucoup plus prudente. Il est à l'écoute. Dans cet accompagnement responsable, il a l'art de trouver le bon dosage entre exigence et bienveillance. Le podcast Let's Trail reste pour lui un levier. Il est devenu un outil pour nourrir son activité de coaching et créer un cercle vertueux avec ses auditeurs. Il abordera enfin son regard sur l'avenir entre discrétion et authenticité. Nicolas est animé d'un besoin de transmission à travers ce coaching et à travers ce podcast indépendant. Cet épisode est donc à la croisée du sport, du média et de l'humain. Il parlera aux passionnés que vous êtes, passionnés de trail peut-être, et aux curieux et à toutes celles et ceux qui envisagent une reconversion vers une vie un petit peu plus alignée avec vos propres valeurs. Alors merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation du podcast À côté de mes pompes en inversant aujourd'hui les rôles avec cette place d'invité. Je vous laisse sans plus attendre déguster cet épisode avec Nicolas Guilleneuf, donner du sens au trail et au coaching. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nicolas, sois le bienvenu sur le podcast À côté de mes pompes. C'est aujourd'hui une interview entre podcasteurs et aujourd'hui je te laisse le micro, toi qui as l'habitude d'interviewer bon nombre de sportifs, d'experts sur ton podcast Let's Trail. Eh bien, c'est avec plaisir que je t'accueille au micro donc de ce podcast À côté de mes pompes pour lequel je vais te laisser un petit peu te présenter, mais j'aurai ensuite un petit questionnaire flash à te proposer. Salut Seb, ça va? Je te remercie énormément de m'inviter dans ton podcast. On le disait juste avant là, les podcasteurs artisanaux, on va en parler en détail. C'est très cool en tout cas de partager l'expérience, notre historique, etc. Et puis d'échanger entre podcasteurs, c'est cool. Donc merci à toi de m'inviter. Et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs, bien évidemment. Alors Nicolas, en quelques mots, qui tu es, d'où tu viens, et on abordera ensuite le côté professionnel parce qu'il y a eu pas mal de changements sur ces derniers mois et sur ces dernières années. Alors qui je suis? Donc Nicolas Guilleneuf, je suis marié et papa d'une adolescente bientôt adulte de 17 ans, Jade, que j'embrasse très fort, et je suis provençal. Peut-être comme vous l'entendez à mon accent. Ça s'entend pas du tout. Ça s'entend pas du tout. Il y a deux écoles. Il y en a qui me disent ça s'entend beaucoup et d'autres qui me disent que ça s'entend pas trop. Donc, je suis du côté d'Aix-en-Provence.
qui est entre, on va dire, aux alentours de Marseille, quoi. Et puis voilà, je suis podcasteur, si tant est que ce soit une désignation. On va dire que ça peut en être une. Et je suis également chef d'entreprise aujourd'hui dans le coaching de trail, mais on va en parler, je pense, plus en détail après. Donc voilà un petit peu la présentation. Et puis pratiquant aussi de trail, passionné, trail et ultra trail depuis presque 15 ans maintenant, donc voilà. Un petit peu de temps passé sur les sentiers. Alors Nicolas, je vais te soumettre à quelques questions. Il y a que 2 alternatives. C'est soit la réponse A, soit la réponse B. Donc il faut vite réfléchir. Il n'y a pas la réponse D. Non Jean-Pierre, il n'y a pas la réponse D. Alors, est-ce que tu préfères monter une côte interminable de 15% ou descendre 5 km dans un pierrier très technique? La première question est déjà dure. 5 km dans un pierrier très technique. On en a beaucoup chez nous. Alors, deuxième question, est-ce que tu préfères enregistrer ton podcast en pleine nature avec du vent dans le micro ou alors un studio fermé mais sans aucune ambiance? La nature quand même. La nature. Au niveau des invités, est-ce que tu préfères un invité ultra connu mais qui n'aura rien à dire ou un invité un petit peu plus méconnu mais passionnant et généreux? Est-ce que je suis obligé de répondre à cette question, ça vraiment? Est-ce que la réponse n'est pas dans la question? Non, je réponds bien sûr la deuxième réponse, la B, évidemment. Alors, quatrième question, est-ce que tu préfères perdre un épisode enregistré à cause d'un bug informatique ou rater une course à cause d'un oubli de chaussure? Les deux sont peut-être arrivés. La perte de l'épisode m'est arrivée 2 fois. Ça c'est compliqué. Donc je préfère rater une course quand même, malgré tout. Et la dernière question, est-ce que tu préfères un seul sponsor qui financera tout ton podcast ou alors une communauté très active de Patreon qui te soutiennent un petit peu chacun à leur manière? Alors je vais choisir la réponse B et tu le sais hein, mieux que personne, mais on fait partie des rares podcasteurs qui sont indépendants et qui sont soutenus par une belle communauté de soutien. Et moi c'est ma plus belle réussite dans toute cette aventure, mais là encore je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Alors, on reviendra tout à l'heure sur l'aventure du podcast. Avant, je voulais revenir sur ton parcours professionnel et également ton parcours de sportif. Comment tu pratiquais le sport quand tu étais un petit peu plus jeune, Nicolas? Est-ce que c'était le trail qui était au cœur de tes préoccupations ou est-ce que tu avais d'autres activités sportives? Alors comme certainement 90% de tes invités doivent te répondre, la course à pied ne faisait pas partie de mon vocabulaire quand j'étais plus jeune. Étant dans le sud-est, j'étais évidemment passionné de foot, j'étais pratiquant de foot, donc j'en ai fait jusqu'à une trentaine d'années, hein, quasiment. Donc très passionné de foot, arrière droit. Je crois que j'ai pas raté une saison depuis que j'avais 4 ou 5 ans, donc un vrai passionné. Donc ça c'est pour l'aspect sportif. J'ai essayé quand même d'autres sports, le basket, le tennis. Qu'est-ce que j'ai essayé aussi, un peu de badminton, mais je suis toujours revenu au foot. Et puis un vrai passionné de sport. Alors après comme nous on est d'une ancienne génération, je vais faire déjà un petit peu l'ancien combattant, hein, mais on passait quand même aussi beaucoup de temps dehors à jouer, aller faire des trucs, des cabanes, aller faire des arts martiaux entre potes, etc. Donc voilà, ça se limitait pas qu'au foot, mais il y avait toute une activité physique autour de tout ça, et c'était super super engageant pour notamment le développement des qualités physiques et tout, donc c'était très sympa. Et puis après voilà, sur l'aspect sportif, ça tournait autour principalement du foot, et jusqu'à, comme je te disais, mes 30 ans. Sur la deuxième partie de ta question, c'était quoi? Tu peux me rappeler? Ensuite, comment tu as évolué vers la course à pied? Parce que le foot, et tout footballeur, et j'en ai fait partie de ces équipes étant plus jeune, en dehors de la pré-saison où on faisait des footings, mais c'était un calvaire pour moi, est-ce que pour toi la course à pied était aussi ce sport ingrat que tu ne pratiquais pas forcément de façon très volontaire, hormis sur le terrain avec les crampons aux pieds? Complètement. Bah c'est exactement ça, hein. C'était les footings de pré-saison ou de préparation à la saison, ou de quelquefois dans la saison, mais c'était plus rare. Et puis après, avec l'âge arrivant, j'ai commencé à faire quelques footings, du running, hein, sur le bitume, etc. Puis le vrai basculement, ça a été en 2011 ou 2012,
J'ai travaillé à Aubagne, à côté des collines de Marcel Pagnol. Et puis mon chef m'a dit viens, on va essayer le trail. Alors j'ai dit c'est quoi cette histoire? Je savais pas ce que c'était. Il me dit c'est comme de la course à pied, mais sauf que ça se fait en nature. Donc je suis allé avec lui à la pause du déjeuner. Puis ça a été mes premiers pas de trail dans le massif de la Sainte-Baume. Et c'est là que tout a commencé pour moi. Et je me suis pris d'amour pour cette pratique et depuis ça m'a plus jamais quitté en fait. Mais pour revenir à ta question initiale, c'est vrai que le running, la course à pied, c'était très épisodique jusqu'à une trentaine d'années quoi. Et tu as rapidement pris goût à ces espaces extérieurs sans pour autant passer par des courses sur bitume, ou tu as un petit peu mélangé les deux? Là, aujourd'hui, tu fais des courses en ultra, c'est complètement différent, mais comment, sur ces premières années, tu as pu prendre goût à la course à pied? Parce que si je prends mon exemple personnel, c'est à la suite d'une opération des ligaments croisés, comme bon nombre d'auditeurs le savent, mais au démarrage, c'était compliqué. Pas de technique, pas de motivation particulière. Comment toi, tu as pu basculer du bon côté avec ces paysages, ces collines qui apportent quand même un petit peu plus sur le côté plaisir? Moi, quand j'ai commencé le trail, il y avait vraiment... pour moi, il y avait que la course en nature qui comptait. Hein. C'est-à-dire qu'il était hors de question que je cours sur le bitume tellement j'avais été happé par le fait de courir dans ces garrigues, dans ces collines. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que cette passion est née. Et dans les premières années, il y a eu, enfin, je courais quasiment jamais sur bitume. Et j'étais vraiment focalisé uniquement sur le trail, avec, comme tu dois peut-être le savoir et comme les auditrices et les auditeurs le savent certainement, mais dans le sud-est, il y a quand même beaucoup de massifs qui sont hyper intéressants et très compliqués aussi à courir pour le trail. Donc il y avait de quoi faire, et c'est vrai que pendant les premières années, je faisais uniquement du trail sur les petites courses provençales, etc. Et donc il m'a fallu quand même un certain nombre d'années pour aller rechercher un peu de course sur route pour essayer de faire progresser ma vitesse, etc. Parce que voilà, hein, on le sait, en trail aussi la vitesse est quand même importante. Donc non, ça a été on va dire au moins 5 ans en trail exclusivement. Alors peut-être avec quelques petits footings sur bitume par-ci par-là, mais globalement c'était dans les premières années de ma pratique. Alors c'était relativement tardif, hein, parce que c'était après la trentaine, donc c'était au tout début, c'était que le trail, et puis après petit à petit ça a commencé à basculer vers un truc un peu plus hybride où notamment les périodes hivernales je fais un peu plus de route, mais globalement 80% même aujourd'hui 80% de ma pratique annuelle elle se fait sur les sentiers en nature. Est-ce que tu as été raisonnable dans l'évolution des kilomètres et des distances sur lesquelles tu as pu t'aligner année après année? Parce qu'on voit aujourd'hui des personnes qui vont parfois griller un petit peu les étapes. On y reviendra tout à l'heure hein, dans ton rôle de coach. Est-ce que ça a mis du temps pour que tu trouves finalement cette longue distance comme un terrain de jeu aujourd'hui privilégié? Si tu estimes que faire... après, ça dépend de quel point de vue tu te places. Si tu te places d'un point de vue d'un sédentaire, il va toujours te dire que c'est toujours trop. Mais d'un point de vue de ce qu'on constate aujourd'hui, tu l'as bien dit, dans cette hype du trail et dans la rapidité avec laquelle certains et certaines passent du canapé à l'ultra. Non, moi j'étais quand même quelqu'un de raisonnable. J'ai mis peut-être 7 ou 8 ans pour faire mon premier Templier, donc il y a 80 km. Donc j'ai passé peut-être 2 ou 3 ans à faire des 20 bornes en trail. Les 2-3 années suivantes à faire des maratrails, et puis voilà, donc non, j'ai été très très prudent, et mon premier ultra qui a été l'ultra trail de Madère sur l'île de Madère a eu lieu en 2023, donc ça faisait un peu plus de 10 ans que j'avais commencé la course à pied, enfin le trail en l'occurrence. Donc on peut considérer que j'ai été quelqu'un de prudent sur cet aspect, peut-être même avec le recul, peut-être parfois un peu trop prudent, mais en tout cas c'est ce qui fait aussi que aujourd'hui voilà, je m'épanouis dans ce sport. Je plains un petit peu, alors c'est un peu dur de dire ça, mais je plains un petit peu ceux qui vont trop vite sur la diagonale ou sur l'UTMB, sur des ultras comme ça, parce que je me dis qu'est-ce qu'il y a à faire après quoi.
Après, tu peux aller sur du Tour des Géants, etc. Mais voilà, j'aimais bien dès le début, j'ai bien aimé la logique de me dire, je vais prendre le temps de savourer, de profiter de chaque étape pour mettre en place gentiment une stratégie pour que mon corps aussi s'adapte et puis crée des adaptations au fur et à mesure des années. Parce que comme tu le sais, hein, le corps il a des facultés d'adaptation incroyables, mais si tu lui laisses pas trop le temps, alors il y en a pour qui ça va passer, mais dans la majorité des cas, si tu lui laisses pas trop le temps de s'adapter, de créer de la résistance, etc., tu vas avoir souvent des cas où tu vas avoir des blessures à répétition, etc. Et moi, j'ai toujours eu ça en tête, quoi. Et même physiologiquement, réaliser un ultra au niveau du corps, je pense que vous devez encaisser donc pas mal de désagréments derrière. Alors sur le plan musculaire, mais sur le plan biologique, ça chamboule quand même pas mal de marqueurs. Enfin, je sais pas si tu as eu l'occasion d'évaluer par rapport à des prises de sang ou des choses comme ça, mais on constate que il y a quand même pas mal de traumatismes derrière et c'est pas à prendre à la légère ce type de distance. Il y a des études scientifiques qui tendent à montrer qui montrent d'ailleurs que quand on fait une prise de sang après un ultra, sur les marqueurs d'inflammation, on est quasiment sur l'équivalent de personnes qui sont en réa, quoi. En ce qui concerne l'inflammation, j'entends. Donc ça montre bien à quel point un ultra sur la santé, on peut clairement pas considérer, même si ça va déplaire à certains, que ce soit du sport santé. C'est pas du sport santé, c'est pas vrai. Tout ce qui amène à faire de l'ultra peut-être bénéfique parce qu'on se met dans une logique, pour ma part en tout cas, et puis je pense à la majorité des cas, dans une logique de santé où on va faire peut-être plus attention à ce qu'on mange, plus attention à tout un tas de choses, et puis on est beaucoup plus actif. Donc forcément, de mon point de vue, la démarche par rapport à la sédentarité est beaucoup plus bénéfique. Mais par contre, de mon point de vue, reproduire trop souvent des ultras, ça a un risque important. Et les analyses de sang après ultra le montrent. On n'a pas encore assez de recul pour savoir jusqu'à où ça va aller et quelles sont les répercussions à long terme. Mais moi, clairement, je suis très conscient de ça. Je le fais en conscience. Et après, je voulais dire aussi que, tu vois, ça fait quoi? Ça fait 14 minutes qu'on parle. On a déjà parlé énormément d'ultra. On a quand même toujours cette tendance à, quand on parle de trail, à aller basculer rapidement vers l'ultra. Et moi, je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps, notamment dans mon podcast, où en fait, je tournais beaucoup autour de ce sujet-là. Et j'essaie de revenir un petit peu en arrière. Et tu vois, j'ai proposé un épisode récemment sur le trail court. Et moi, dans le cadre de mes accompagnements, je conseille vraiment à ceux que j'accompagne de passer, s'ils veulent faire de l'ultra, passer toujours par un petit sas ou même une période de l'année sur des trails courts, parce que ça va permettre de développer des qualités qui sont intéressantes dans l'ultra. Bon, on rentre dans le détail de l'entraînement et tout ça, mais globalement, tout ça pour dire que l'ultra, j'avais fait un épisode qui s'appelait Ultra Graal, point d'interrogation. Est-ce que l'ultra doit être forcément un Graal? De mon point de vue, pas du tout. Et bien au contraire, il faut avoir une motivation vraiment très profonde pour aller chercher, pour se dépasser sur ce genre d'objectifs qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui sont pas anodins, quoi. Toute comparaison gardée, si tu fais le parallèle avec la route, le marathon aujourd'hui est aussi, je dirais presque la porte d'entrée pour certains sur le monde du running. Alors que pendant 20 ans, moi, j'ai absolument pas accroché de dossard sur marathon. Le premier, c'était à l'occasion du marathon pour tous. Et on peut s'épanouir sur des 5, sur des 10, sur des semis, sur des pratiques un petit peu plus douces. Moi, quand j'ai traversé... 12, c'est relatif. 12, c'est relatif, mais je trouve que 42 km, quand tu le poses sur une carte, ça représente quand même une sacrée distance. J'ai l'impression que c'est aujourd'hui quelque chose de banal quand tu rentres le lundi à la machine à café d'avoir fait un marathon, là où auparavant, c'était quelque chose qui était très sacralisé. Dans le trail, on va avoir exactement peut-être les mêmes profils où c'est la surenchère peut-être à la distance. Tu le disais, hein, tu essaies de réfréner un petit peu les ardeurs et les envies des personnes que tu accompagnes, mais c'est compliqué parce qu'il y a toute cette pression autour des courses. C'est beaucoup plus médiatisé, donc il y a un côté positif pour cette discipline qui est le trail, mais pour toi, c'est peut-être difficile de dire aux personnes, on va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans avant de vous accompagner jusqu'à cet objectif-là en étant prudent et avec ton expérience également de la course à pied. Ah, c'est clair. Enfin, nous, quand on accompagne des gens, quand
on a des profils qui nous rejoignent et qui nous demandent de les aider vers un objectif. C'est clair que si on a quelqu'un qui nous dit j'ai commencé la course à pied ou le trail l'année dernière et je veux faire l'UTMB l'année prochaine, clairement non. Il y a tout un tas. Alors après, bien évidemment, tout est faisable, hein, mais dans un cadre professionnel, dans un cadre d'accompagnement responsable et sur la santé, il n'est pas envisageable qu'on puisse accompagner quelqu'un aussi radicalement sur ce type d'objectif. Donc oui, c'est clair que le trail et je pense que c'est de pire en pire aujourd'hui avec des exemples qui sont donnés de certains athlètes, hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, hein, qui cumulent énormément d'ultras dans l'année, qui font des ultras enchaînés les uns aux autres, et puis pour se rendre sur des ultras, qui vont en vélo sur les ultras, donc ils font encore de l'ultracyclisme pour faire de l'ultra trail. Enfin, ça devient et tout ça est mis en devanture d'une pratique comme si c'était normal et comme si en fait on était en train de décaler notre niveau de tolérance à tout ça. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors après, encore une fois, il faut pas dresser un tableau tout noir, mais je pense que dans la société dans laquelle on vit, du toujours plus et toujours plus impactant, notamment dans la communication, il est quand même important de comprendre que voilà, c'est pas anodin. Il y a des exemples là, très récents d'ultra trailers et ultra traileuses qui ont tout perdu à cause de l'ultra trail, qui faisaient des ultra trail 10, 15, 20 ultra trail dans l'année et qui ont perdu leur boulot, leur famille parce que ils se sont complètement enfermés dans cette logique-là. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Je pense que il y a aussi ça fait des années qu'on le dit, hein, nous dans nos podcasts, mais il y a aussi un intérêt pour nous d'expliquer, de voir ce qu'on constate nous aussi au travers de nos expériences, quoi. On a un peu de pédagogie à faire pour que les auditeurs puissent comprendre les tenants et les aboutissants de cette pratique. Pour toi, Nicolas, ce serait quoi une définition du trail si tu devais prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que tu as connu sur toutes ces années, ces épisodes nombreux que tu as enregistrés? Quelle serait ta vision et ta définition, celle qui colle vraiment à tes valeurs? Alors là, ça, c'est une sacrée question. Je te laisse 4 heures. Je vais pas aller ouais, là, ça fait un peu épreuve de philo. J'ai pas la définition. Alors, je vais pas aller sur la définition exacte du trail telle qu'elle est spécifiée par l'ITRA parce que je vais encore m'attirer les foudres. Les foudres. Ouais. Est-ce que la Saint-Élion est un ultra, un trail, etc. Donc, non, mais blague à part, je pense quand même que je vais aller quand même sur ce terrain-là quand même parce que ça me tient à cœur. Il y a quand même une définition du trail. Stricto sensu. Si vous voulez la voir, elle est sur le site de l'ITRA, qui est l'association internationale qui régit ce sport. Et donc il y a une définition quand même minimum de ce qu'est ou de ce que doit être un trail. Et aujourd'hui, moi, alors, ça va faire beaucoup d'éléments négatifs dans mon discours là en ce moment, mais après j'essaierai d'être un peu plus positif. Mais je pense qu'aujourd'hui, on met un peu tout dans la moulinette du trail, et que c'est un peu dommage parce qu'on perd un peu de vue ce qu'est vraiment cette pratique. Moi, de mon point de vue et de mon analyse, de ce que j'en pense, c'est que le trail, ça doit rester quand même une course, un effort en nature sur des sentiers montagneux ou pas, mais qui ont quand même un certain degré de technicité. Alors pas forcément, mais voilà, j'estime quand même que il doit y avoir quand même un peu de nature, ça doit être un petit peu joueur, un minimum, et puis avec pour moi une notion quand même de dénivelé quand même qui doit être présente dans le trail. Voilà, ça c'est ma définition personnelle. C'est à peu de choses près la définition de l'ITRA aussi. Après, sur la définition, pour aller un peu au-delà et pour un peu élargir par rapport à ta question, le trail c'est plein de choses. Aujourd'hui, c'est un peu un foutoir, j'ai l'impression. Il y a énormément de choses. Le trail a 1000 facettes aujourd'hui. Ça peut être le trail, sans parler péjorativement, mais le trail à la saucisse du village du coin. Et encore que ça devienne de plus en plus rare parce que pour s'inscrire sur un trail aujourd'hui, c'est quand même la croix et la bannière. Mais globalement, un trail, ça peut être 200 personnes
dans le village du Limousin où un énorme UTMB qui draine des centaines, des dizaines, des centaines de milliers de personnes dans une ville comme Chamonix. Donc j'ai du mal à donner une définition exacte du trail aujourd'hui tellement c'est multifacette dans l'approche aussi comment dire dans la constitution des gens qui sont dans cette discipline. Il y a des profils complètement variés. Le fait que ça se démocratise, il y a on va pas se mentir, hein, à une époque le trail c'était quand même plus peuplé de CSP+ et de gens qui avaient des moyens. Aujourd'hui ça se démocratise un peu plus, j'ai l'impression quand même. Et puis dans l'approche, il y a aussi des gens qui sont très arc-boutés sur l'ancien monde du trail, c'est-à-dire les valeurs du trail, etc., les fameuses valeurs, les premiers participants au Templiers ou à l'UTMB dans les années 2000, etc. Et puis il y a des nouveaux arrivants. On voit énormément d'influenceurs, notamment qui se positionnent sur l'ultra trail aujourd'hui, qui mettent un coup de neuf un peu sur cette discipline et un coup de projecteur. Et puis à la fois aussi des médias qui sont de plus en plus présents, des médias mainstream qui sont de plus en plus présents. Et enfin aussi, j'ai l'impression que l'image du trail aujourd'hui, elle est pas si bonne que ça, notamment au travers de ce qu'on peut percevoir des articles sur les médias généraux. J'entends par là notamment le dernier article qui a sulfaté l'ultra trail du Mont Blanc chez Charlie Hebdo. Je sais pas si t'as lu un extrait. Voilà, le titre de l'article c'était l'UTMB quand des bourgeois qui accroient la performance salopent l'environnement. Voilà, donc ça c'était le titre de l'article. Donc on voit à quel point aussi cette discipline peut créer des tensions et des frictions pour ceux qui la connaissent pas et qui ne sont pas à l'intérieur de celle-ci, quoi. Ça c'est, voilà, j'ai fait un tableau un peu général, donc voilà, je sais pas la décrire clairement aujourd'hui, mais pour moi le trail c'est multifacette, ça a plus rien c'est plus il y a plus une seule identité dans le trail. Voilà un peu comment je le définis. Alors ce côté influenceur sur l'UTMB, ça a été, comme tu l'as dit, sulfaté aussi par bon nombre de personnes sur les réseaux, voyant des personnes pour qui le dossard a été gracieusement attribué, alors que pour d'autres, il faut passer par le tirage au sort et mettre la main au porte-monnaie pour des dossards qui sont quand même très très élevés. Est-ce que tu trouves ça judicieux? Quel est ton point de vue par rapport à cette place de ces influenceurs qui sont quand même des sportifs pour bon nombre? Alors moi, pour répondre de manière tout à fait transparente, on a eu la discussion avec ma communauté, mais que le mot communauté, là c'est pareil, on se fait un peu tenser là-dessus sur l'utilisation du terme, mais j'en ai parlé ouvertement récemment avec les Patreons qui m'accompagnent, et moi je suis tout à fait honnête, j'ai été invité à pas mal d'événements, notamment les Templiers, donc je suis assez partagé, c'est-à-dire que en tant que créateur de contenu, il est de bonne guerre, j'estime, de mettre en avant, de passer du temps à créer du contenu pour mettre en avant une course, et à contrario, enfin, pour rendre l'appareil, on va dire, les organisateurs te gratifient ou te permettent de participer à une course. Ça a été le cas moi à plusieurs reprises notamment sur quelques courses du circuit UTMB. Donc ça, je les remercie. Après, de là aller, moi c'est mon rêve de faire l'UTMB par exemple. De là aller passer outre le tirage au sort pour participer à l'UTMB, sachant à quel point c'est difficile d'y aller. Là, je pense qu'on atteint un niveau qui est pour moi dans le cadre de ma tolérance et de ce que j'estime être juste ou pas juste. Là, je pense qu'on dépasse un peu le seuil. Voilà. Mais je suis assez partagé sur ce sujet-là, mais il est clair que quelqu'un qui ne fait pas partie qui n'est pas estampillé trail, qui ne s'intéresse pas réellement au trail depuis des années comme nous on le fait, comme certains médias peuvent le faire depuis des années, je pense à Distance Plus ou à d'autres, ou à Course Épique notamment, et des gens qui sont pas comme nous entre guillemets, qui vivons pas trail depuis des années
qui sont connus et qui arrivent à participer à un événement comme les UTMB Finals sous prétexte qu'ils sont influenceurs, je trouve ça pas normal. Voilà, ça c'est un peu mon point de vue. Donc voilà, tu vas me dire, là tu fais 2 poids 2 mesures parce que à la fois t'es invité, mais à la fois mais bon voilà, je suis transparent sur mon point de vue, en tout cas. Sur ces grands médias d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a beaucoup de contenu. Aujourd'hui, c'est mis en avant. On voit qu'avec les drones, on a une retransmission de l'UTMB qui est digne des étapes du Tour de France. A contrario, je trouve que les profils d'invités sur ces très très grands médias, on est loin de ce que nous on peut proposer. Ce qu'on disait tout à l'heure, nous sommes des artisans du podcast et c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile d'aller chercher ces top invités. Alors, je sais pas, mais on en parlera tout à l'heure sur comment tu choisis, comment tu détermines tes profils d'invités pour les recevoir à ton micro. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ce même petit noyau d'invités qui sont basculés d'un média à l'autre. Et le contenu, il n'est pas très très original, puisque quand tu entends 10 fois la même interview et le même profil d'invité, en quoi c'est novateur et en quoi ça peut apporter quelque chose aux auditeurs. Est-ce que tu partages ce constat-là? Et puis on viendra un petit peu plus tard en détail sur ce choix des invités. Alors après, je vais pas généraliser non plus. Il y a des gros médias, enfin, tu le sais, pour faire un média qui fonctionne, avec lequel tu peux vivre des années, qui te rapporte suffisamment d'argent pour en faire ton métier, ça demande énormément d'énergie. Enfin, moi j'ai pas réussi clairement. Aujourd'hui, si je vis de ma passion, c'est pas grâce au podcast. On en parlera tout à l'heure. Donc je vais pas généraliser sur les médias qui vivent de leur les gens qui vivent de leurs médias font tous la même chose, etc. Je pense pas que ce soit si vrai que ça, parce que encore une fois, on voit Guillaume Lalu qui essaye de proposer des formats un peu novateurs. On l'a vu avec Germain Grangier notamment. Je pense à Nicolas Fréré qui propose sur la bande AD+, un format spécifique bien à lui. Donc il est très estampillé talk show, etc. C'est hyper intéressant. Ça répond aussi à beaucoup de demandes. Après, quant à savoir si il y a une espèce d'entre-soi sur les invités, j'aurais tendance à penser que oui. Et pour ta deuxième, ça dépend. Il y a certains invités parfois qui sortent de ces gros médias qui sont intéressants à écouter. Et après, sur le choix des invités, moi c'est clair que ça a toujours été le cas depuis le début. Je veux apporter quelque chose, et je pense que c'est aussi ce que toi tu recherches. Je veux apporter quelque chose de différent. Alors ça, c'est pas toujours réussi, parce que parfois on fait des épisodes qui sont moins bons que les autres, etc. Mais je veux apporter quelque chose de différent. Et moi, les épisodes dont je suis le plus fier, c'est, tu vois, typiquement animaux et trail, ou la chasse et le trail. Tu vois, ça c'est qui propose un épisode comme ça en fait. Et ça moi c'est ma grande fierté, c'est-à-dire ça fait réfléchir. Moi on m'a dit plein de fois ton épisode sur la chasse et le trail, mais en fait maintenant je vois les chasseurs différemment. Alors bien évidemment il y a eu des tas de blagues sur les inconnus, donc ça il y a pas de problème, mais globalement moi c'est les épisodes dont je suis le plus fier parce que ça apporte quelque chose en plus qui est complètement hors des sentiers battus. Et pour le choix des invités, donc j'anticipe un peu ta question d'après, mais c'est vrai que moi il faut que ça me parle à moi en premier, mais il faut que ça apporte quelque chose aussi de différent, et c'est ça qui me drive énormément. Après sur la question, tu l'as posé en début d'épisode sur le fait d'inviter des gens connus ou pas. J'ai eu pendant, j'ai lancé en 2019 mon podcast, on est en 2025, donc ça fait, j'attaque la 6 ou 7e saison. J'ai eu pendant 4 ou 5 ans l'envie de faire venir des Kylian Jornet, des François Daen, des Jim Wamsley, etc. sur mon podcast. Je souffrais, entre guillemets, avec des grosses guillemets, de pas les avoir. Et ça, j'en suis un peu sorti parce que effectivement, quand t'entends, alors je les adore, on les entend souvent dans les podcasts et tout, mais c'est quoi l'intérêt d'entendre pour la 25e fois l'histoire de Kylian ou l'histoire de François, ou tu vois, si vraiment demain j'avais invité François, s'il acceptait, je relance encore une fois un appel à François, s'il acceptait d'intervenir dans l'LTP, ce serait pour faire un épisode complètement, excuse-moi, mais what the fuck, où on partirait complètement en vrille, tu vois. C'est un peu aussi le
l'intérêt de ce que j'ai lancé comme épisode, comme format d'épisode qui s'appelle Ça part en trail, où j'interviewe des gens et c'est eux qui drive en fait, c'est eux qui vont donner leurs idées qu'ils veulent, sur lesquelles ils veulent débattre en ce moment, et laisser beaucoup de liberté à tout ça en fait. Parce que c'est vrai que je te rejoins pour revenir à ta question initiale. On a quand même c'est beaucoup formaté aujourd'hui dans la manière d'interviewer, dans la manière. Même moi, je le reconnais. Pendant des années, j'ai fait un peu toujours pareil au niveau de la structure et tout. Et je trouve qu'il y a besoin quand même dans un monde où il y a énormément de podcasts, il y a énormément de concurrence et tout, de un peu de fraîcheur. Je salue d'ailleurs, je sais pas si tu les connais, mais Régis et Mathieu de Footing Souple qui ont sorti leur épisode leur podcast qui dure 12 kilomètres ou presque, où ils vont échanger tous les deux entre potes en courant. Et voilà, c'est génial. Et ça, c'est ce qu'on a besoin aussi. Et je pense que les gens sont aussi un peu fatigués de ce que tu disais, c'est-à-dire d'entendre un peu toujours les mêmes formats, les mêmes invités, etc. Donc voilà un peu ma réponse. Elle est un peu longue, mais c'est ce que je pense. Alors Nicolas, on va revenir un petit peu en arrière parce que aujourd'hui, tu as là devant moi un très beau t-shirt Expert Sport Coaching. Donc ce n'est plus l'activité qui était la tienne il y a quelques années. Comment tu as effectué cette bascule entre le monde des télécommunications où tu étais chef de projet à cette reconversion professionnelle où tu peux aujourd'hui mêler ta passion du trail et cet accompagnement de sportifs? Alors ça vient de loin, puisque moi, comme tu le disais, j'étais tout d'abord technicien en télécommunication, donc globalement dans les antennes de téléphone portable. Ensuite, j'ai été conducteur de travaux, puis chef de projet, chargé d'affaires, etc. Donc j'avais quand même, en 15 ans d'expérience professionnelle, j'ai eu quand même beaucoup d'évolution, beaucoup de pression, beaucoup de stress aussi. Voilà, et j'ai toujours su au fond de moi que j'étais pas fait pour ça. Dès que j'ai eu mon DUT, pardon, j'étais déjà en train de me renseigner pour ouvrir un futsal. Enfin voilà, j'avais toujours au fond de moi cette envie je vais faire quelque chose par mes mains, quoi, par mes propres moyens. Et je l'ai toujours senti. Bon, ça a pris 15 ans pour que je prenne vraiment la décision. Et clairement, c'est le Covid qui a tout accéléré. Je pense que pour beaucoup, et je vais pas l'apprendre, hein, je pense aussi qu'on a un peu la mémoire courte, mais il y a ne serait-ce que 3-4 ans, notre monde était un peu sans dessus-dessous. Ça a quand même généré chez beaucoup des remises en question, des remises en cause et tout. Je pense qu'on minimise un peu l'impact qu'a eu cette crise sur notre France d'aujourd'hui, sur notre monde d'aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui a généré énormément de remises en cause et de me dire, en fait, non, ça fait 15 ans que tu y réfléchis, c'est maintenant. Il faut tenter le truc. Avant le Covid, j'avais quand même lancé le podcast qui avait plutôt bien fonctionné. Donc, ça m'avait donné quand même la conscience que je pouvais faire quelque chose avec ma propre énergie et ma propre créativité. Donc, ça m'avait donné confiance. Et donc, c'est ça qui a un peu tout accéléré. En fait, c'est un mélange de plein de choses. Et puis, le soutien, le support de Virginie, ma femme qui m'a aussi beaucoup aidé, en étant tout à fait transparent. C'est presque même elle qui m'a instigé dans l'idée que j'étais un profil qui était plutôt fait pour être coach, parce que elle voyait quand on sortait, quand on faisait des sorties trail et tout, j'étais toujours j'ai toujours été passionné d'entraînement, notamment par rapport au podcast, et puis j'avais toujours quand même tendance à donner des conseils, etc. Donc c'est elle qui m'a instigé cette idée-là, un peu sous forme Inception, là, et qui a mûri un peu dans ma tête. Et puis petit à petit, j'ai fait les démarches qui vont malheureusement être de plus en plus compliquées aujourd'hui dans le cadre de la reconversion professionnelle. Donc j'ai fait les démarches pour pas démissionner, et puis pour être accompagné dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Et du coup, ça m'a permis de passer le cap, en m'appuyant sur toute la communauté, encore une fois, que j'avais créée avec le podcast, qui m'a énormément aidé à faire du réseau, parce que je connaissais quand même beaucoup de monde quand je me suis lancé en tant que coach, et puis qui m'a aussi permis d'avoir mes premiers clients, parce que j'appelle ça des clients, hein. À partir du moment où quelqu'un paye pour un service, c'est un client, il n'y a pas de gros mots en disant ça, et donc ça m'a permis de m'appuyer sur toute une communauté qui était là pour me lancer, entre guillemets, dans le cadre de mon activité de coaching. Donc j'ai
fait une rupture conventionnelle. J'ai retrouvé les bancs de l'école en passant un BPGEPS. Donc 9 mois à l'école quand t'as 42 ans ou non, j'exagère, 40 ans, 39 ans, et que t'es avec des jeunes de 18 ans, ça met un coup de fouet, hein, clairement. Donc 9 mois de formation et puis un diplôme et une aventure qui a eu lieu ensuite avec Expert Sport Coaching et notamment on va en parler après, mais Thomas Pigois, Olivier Jean et Benjamin Bernardini, qui a été très très rapide. Donc voilà, un petit peu comment ça s'est passé dans les grandes lignes pour ma reconversion, quoi. Alors aujourd'hui, c'est ton activité au quotidien, hein. C'est vraiment de cette activité-là que tu remplis tes journées. Nicolas, coach, ça donne quoi comme philosophie? Est-ce que tu es plutôt doux? Est-ce que tu es plutôt directif? Est-ce que c'est un petit mélange des deux? Comment tu pourrais te définir dans ton activité d'accompagnement de ces sportifs qui viennent vers toi pour chercher des conseils, des plans et les conduire vers de beaux objectifs? Alors là, il faudra leur demander à chacun d'entre eux. Non, blague à part, je sais que je suis quelqu'un de plutôt prudent. Comme on le disait tout à l'heure, dans le cadre de ma pratique, j'ai toujours été quelqu'un de prudent. Donc en fait, quand on est coach, et tu le sais, mieux que personne, mais on retranscrit un peu ce qu'on est en fait. On s'en rend pas forcément compte. Mais par exemple, quelqu'un qui a un gros passé de sportif de très haut niveau, qui a été habitué à faire des grosses séances, etc., il va pas du tout avoir la même approche que moi, qui ai fait du foot et qui ait fait une séance de seuil dans sa vie avant d'être coach. Donc c'est pas du tout la même approche. Donc moi je suis quand même quelqu'un de très prudent. J'estime, après encore une fois, il faudra le confirmer avec ceux que j'accompagne, mais j'estime être très à l'écoute, peut-être un peu trop parfois. J'ai pendant mes premières années de coaching eu du mal un peu à faire la part des choses entre être coach et être ami. Donc voilà, il y avait une ligne qui était un peu dure à trancher entre guillemets. Et donc ça c'est vrai que c'est une grosse difficulté. On n'en parle pas souvent dans le coaching, mais arriver à trouver un juste milieu entre ce qu'on est capable de donner en tant que coach dans les connaissances qu'on a et de ce qu'on est capable de donner en tant qu'humain. Je trouve que c'est vraiment pas simple, surtout que nous dans le cadre d'Expert Sport Coaching, donc je le rappelle, mais on est un réseau de coachs professionnels, donc qui ont tous une carte pro, qui accompagnons majoritairement des gens, des sportifs à distance. Donc on va aller coacher principalement des trailers, des ultra-trailers, mais aussi en triathlon et en running. Et on a vraiment une propension et un ADN très fort dans la communication. Et notamment, on donne la possibilité de faire un débrief en visio une fois par semaine à tous nos sportifs. Donc ça, on l'a intégré dans notre fonctionnement. Et donc, on a un leitmotiv qui est de dire c'est le coaching à distance proche de vous. À l'heure aujourd'hui où les IA notamment sont très très performantes pour faire des plans d'entraînement. Donc en trail c'est un peu moins vrai, mais notamment en running on voit que ça quand même arrive à être très efficace. Nous on prend un peu le contre-pied en disant que nous on est à distance, mais à la fois on est très proche des gens par ces fameux débriefs hebdomadaires d'un quart d'heure, une demi-heure. Et donc le fait d'être aussi très proche comme ça, d'échanger là comme on le fait en visio, parce qu'on dit souvent la visio c'est pas pareil que la vraie vie, on est d'accord. Mais par contre, pour le faire depuis quelques années, je peux vous dire que des sentiments, des sensations, il en passe en visio. C'est un peu moins brut, un peu moins original, on va dire, que la vraie vie. Mais malgré tout, on arrive à nouer des relations. Et donc, le fait d'être beaucoup en contact, notamment visuel par le sein de la visio, on a, moi en tout cas, de manière tout à fait transparente, j'ai eu par moment du mal à faire à créer cette ligne entre ce que je donne en tant qu'humain et ce que je dois donner en tant que coach. Et c'est vraiment pas évident. Et la difficulté, elle est double parce que tu as cette casquette de podcasteur où tu donnes également beaucoup à travers chacun des épisodes. Moi, j'ai tendance à dire que nos enregistrements, tous ces invités qu'on peut recevoir, ils viennent enrichir notre bibliothèque de connaissances. Et pour être passé l'année passée par un cycle de formation d'entraîneurs également par la Fédération française,
je m'aperçois que j'étais pas forcément en décalage avec les attentes, avec un volume de connaissances, alors que je suis à la base prof d'histoire géo. Je suis pas prof de sport. Beaucoup me disent mais ton activité de prof de sport. Mais non, je ne suis pas prof de sport aujourd'hui. C'est vraiment l'histoire géo qui est ma passion. Et je trouve que le podcast nourrit finalement ce que tu peux toi transmettre aux personnes que tu accompagnes. Complètement. Après tu peux aussi on se nourrit parce qu'on fait les choses bien et que, enfin, après je nous jette un peu des fleurs, mais parce qu'on choisit nos invités, les invités de qualité aussi. Hein. Tu peux faire un podcast où tu invites des gens qui te disent que la Terre est plate. Il y a pas de problème, c'est faisable. Hein. Donc moi je peux te le dire en Beauce. Il n'y a pas de montagne comme du côté d'Aix-en-Provence. Non mais clairement c'est ça s'appelle la formation continue. Enfin moi je vais pas trahir un secret. J'ai suivi comme toi un cursus au sein de la Fédé, la FFA. Voilà, enfin j'ai rien appris. Et au contraire, j'ai pu perdre. Alors après, voilà, on va pas casser du sucre sur le dos de la FFA qui fait beaucoup de travail en ce moment pour se renouveler. Mais je trouve que voilà, il y a quand même beaucoup à faire progresser sur les dernières façons de s'entraîner, sur les dernières études scientifiques qui sortent, etc. Il y a quand même un certain retard. Donc il est clair que quand tu invites des invités qui sont de qualité, qui t'apportent énormément de choses, que tu les sélectionnes pour leurs compétences, c'est clair que tu progresses. Quand tu lis des livres, nous notre livre de chevet chez Expert Sport Coaching, c'est Up, qui est un livre que je recommande à tous les passionnés d'entraînement, qui est très basé sur le ski alpinisme et le trail. Ça c'est des livres, clairement, tu lis ça, mais c'est incroyable. Donc la formation continue, effectivement, elle passe par la lecture, après c'est toujours pareil, il faut bien choisir ses sources aussi. Il faut aller piocher des contenus comme Rémi Rivet qui va aller dépioter les études scientifiques, des gens très compétents qui sont pas forcément dans le bling bling, qui vont pas faire des résumés en 30 secondes sur un reel d'une nouvelle version de l'entraînement du double seuil, par exemple. Tu vois, c'est clairement, moi, c'est aller chercher du contenu de qualité qui va nous permettre de nous faire progresser. Mais clairement, le podcast, moi, j'en suis à presque 300 épisodes. C'est incroyable ce qu'il m'a appris en termes de connaissances. Et après, j'ai pas toujours été d'accord avec tous les invités que j'ai reçus. Il faut aussi savoir faire la part des choses en étant hôte. C'est-à-dire, j'invite des gens, mais je suis pas. C'est pas parce que c'est quelqu'un que j'invite que je crois absolument à tout ce qu'il dit aussi. Donc, il faut garder, comme dans tout, toujours du recul. Mais ça permet de remettre des choses un petit peu nouvelles dans notre pratique, aller explorer des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, qui vont peut-être à l'inverse de nos croyances. Et c'est en ça, comme tu parles de formation continue, en tant qu'enseignant, on remet les compteurs à zéro chaque année. Et je pense que il y a besoin d'aller explorer des choses un petit peu différentes, un petit peu nouvelles. Comme on est les seuls, et tu l'es aussi, aux manettes de notre média qui est le podcast, on a cette possibilité-là, sans avoir derrière des enjeux financiers, des enjeux liés à quelconque sponsor. Et là, je trouve que c'est un atout, par contre. Le côté artisanal est pris de mon côté au sens noble de cette notion-là, parce que on avance. Alors peut-être moins vite que d'autres, mais au moins, il y a cette durabilité. Et comme tu le disais, la communauté derrière, qui pour toi est aussi très importante. Ouais, moi je suis très fier de ça. Après j'ai eu un basculement, comme je te disais tout à l'heure, quand même il y a assez récent, où pendant toute une période, on va dire entre 3 et 5 ans de podcast, j'avais cette volonté de vraiment de progresser, de faire de plus d'auditeurs possible, plus de followers possible. Et en fait là, assez récemment, je m'en suis beaucoup détaché. Et je me suis, grâce notamment au Patreon, avec qui j'échange une fois par mois en visio et tout, où j'ai pas peur de leur demander la parole, de leur demander ce qu'ils trouvent pas bien, ce qu'ils trouvent bien, quand je prends une décision, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant, ça remet un peu les pieds sur terre aussi. Je pense que c'est un peu ton cas, mais je me suis vachement détaché des attentes que j'avais du podcast. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas que j'attends plus rien du podcast, mais je prends que le positif. C'est-à-dire les échanges avec les gens, le réseau, que tu le veux ou non, dans n'importe quel domaine, le réseau, c'est la clé.
si tu veux, je sais pas, moi, réussir ou pas réussir forcément, mais t'ouvrir l'esprit, etc. Le réseau, si t'as pas ça, et le podcast, quoi de mieux que le podcast pour construire un réseau, quoi. Tous les invités ont envie, enfin, l'être humain a envie de parler de soi. D'ailleurs, je suis là, c'est pour ça. Mais globalement, il y a très très peu de personnes qui vont te dire non, hormis des gens qui sont hyper sollicités et tout. Mais globalement, quelqu'un qui est moyennement sollicité, et il a toujours envie de parler de soi, de partager, etc. Donc tu vas créer du réseau comme ça, et c'est clair que c'est un moyen de créer tout ça. Est-ce que tu peux me rappeler ta question d'origine? J'ai un peu digressé. Désolé, Alors, par rapport à cette communauté, bon, je disais, on est des artisans du podcast et il faut en être fier parce que on a les mains dans tous les process, dans toutes les étapes de ce montage, de la recherche de l'invité, de la communication. Enfin, moi, j'ai même pas externalisé pour le moment toute la partie communication qui demande du temps, et cette présence sur les réseaux, on sait qu'elle est importante. Mais aujourd'hui, moi, j'ai, comme tu le dis, des échanges avec des auditeurs fidèles, des gens qui suivent le podcast et qui savent me dire, bah là, j'ai moins aimé, là, cet épisode était super, et elle est là, notre satisfaction. Enfin, moi, ça reste une passion qui est débordante, et mon épouse, comme la tienne, sait que c'est quelque chose qui est important pour moi. Il y a parfois des sacrifices à faire parce qu'il y a une soirée, il y a un enregistrement, il y a des invités qui se succèdent. Mais au final, on en tire tellement de positifs que je pense que c'est là notre richesse. Et toi, comment tu t'y prends pour récolter entre guillemets les avis? Tu fais des moments où vous vous retrouvez pour faire des petits échanges, pour savoir un peu. Ouais, on a un petit groupe de Patreon également. Enfin, je t'ai piqué un petit peu le nom, hein. C'est le groupe des Patreons, parce que certains sont sur cette plateforme-là, et puis d'autres sont des auditeurs fidèles qui vont être un petit peu, mais pas les super auditeurs, mais des gens vers qui je peux me confier quand il y a des décisions à prendre, des invités à choisir, et ils me donnent également la tendance. Donc, je me suis détaché également des chiffres, hein. Tu disais tout à l'heure, il y a 3-5 ans, il y a une bascule qui s'est opérée. Moi, le podcast est né en juillet 2020, donc en termes de proximité, on est quasiment des podcasts du Covid. Près, ouais. Moi, c'est exactement ça, hein. Donc, ayant beaucoup écouté d'émissions de foot auparavant, ensuite des podcasts liés à la course à pied, étant prof à la maison sans élèves, et le projet, il a mûri à ce niveau-là. Mais c'est vrai que on est sur des médias, les épisodes sortent chaque semaine, en ce qui me concerne. Toi, tu as réduit un petit peu la voilure en termes du nombre d'épisodes, mais on a rarement finalement des gens qui vont nous dire, bah voilà, cet épisode était super. Donc quand il y a des retours, on les prend, et c'est en ça qu'on tire beaucoup de satisfaction, et que depuis 2019, bah, ce média, ce podcast continue à accueillir des auditeurs et des invités qui sont toujours très enrichissants. Ah, c'est clair. Non, mais moi, c'est une chose dont je suis convaincu, c'est que si on... Alors après, c'est injuste, enfin, c'est pas un juste milieu, mais c'est vrai que c'est paradoxal, c'est-à-dire que tu te dis à la fois, si je garde mon ADN et que je continue à proposer ce que j'ai proposé depuis le début, moi qui était à savoir l'ADN du podcast, c'était faire parler toutes les personnes de la communauté, avec des guillemets, du trail, et être fermé sur rien et faire découvrir des profils, etc. Ben, ça, on y est encore. Mais à la fois, tu te dis, si tu te remets pas aussi en cause, si tu te remets pas un peu au goût du jour, et si tu crées pas un peu de fraîcheur dans le cadre de ton approche, tu risques aussi de gentiment, tu vois, passer un peu au second plan, étant donné quand même qu'il y a énormément de concurrence aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux chemins, quoi. Il y a les gens comme nous qui faisons ça par passion, parce qu'on a créé une communauté, parce qu'on se régale à faire ça, et puis ça nous apporte énormément. Et puis il y a des gens qui vont choisir la voie plutôt professionnalisation de leurs médias, et alors là c'est quand même compliqué, parce que du coup tu rentres dans un cercle où tu es soumis à des partenaires, forcément, de mon point de vue, ternis un peu ton image. Après c'est de bonne guerre, hein. Il y a que nous qui sommes fous au point de faire un podcast depuis 5 ans sans quasiment rien gagner dessus, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a deux chemins aujourd'hui qui sont pris. Mais moi, clairement, ma situation aujourd'hui dans l'engagement par rapport au podcast, c'est de faire ce que j'aime. Voilà. Si là, tu vois, typiquement, il y a un exemple récent qui s'est passé. Je devais faire un épisode sur un sujet bien particulier. J'ai lu le livre.
J'ai pas aimé le livre. J'ai pas aimé le livre parce que j'ai trouvé vide. J'ai pas fait l'épisode. Donc, tu as cette liberté vraiment de choix, de ligne éditoriale. Alors après, à la différence de ces autres médias, et j'ai reçu Guillaume de Course Épique, qui est un personnage très très intéressant, mais aujourd'hui il a une équipe derrière lui qui va pouvoir bosser. Dans la tête d'un coureur, c'est exactement la même chose, il y a quand même des moyens derrière. Ah ouais, c'est monstrueux, hein. Je pense que tu es à peu près dans ce même état d'esprit. Il y a des jours, alors peut-être quand tu étais encore en activité en tant que chargé de communication dans cette entreprise de télécommunication, il y a des semaines où c'est un équilibre assez précaire entre la vie perso, la vie pro, le podcast à sortir, avec une pression qu'on va peut-être se mettre personnellement, à se dire il faut que je sorte l'épisode, on est la veille et il faut que je le monte. Et est-ce que tu as connu toi ce genre de situation où ça tire un petit peu de tous les côtés et il faut quand même avancer avec un contenu qui est attendu par les auditeurs? Alors moi, depuis 2019, en fait, ça a toujours été le cas. En fait, c'est en parlant, au fur et à mesure, je me rends compte que, en fait, j'ai toujours été dans cet état d'esprit où c'était sur la limite, même quand j'étais salarié. Et puis raison de plus quand j'ai fait la reconversion professionnelle, où là, tu imagines bien qu'au niveau charge mentale, pour développer une activité, enfin, retourner à l'école et à la fois former. Donc j'ai toujours eu, c'est cette urgence depuis 2019. Ça fait quelques mois, voire peut-être une année où, en ce qui concerne le podcast, comme je le disais tout à l'heure, j'ai réduit la voilure parce que c'est comme tout, hein, quand dans l'énergie, il faut que tu choisisses tes batailles aussi, hein. Le réseau de coaching et mon métier de coach prend de plus en plus de place, donc je suis obligé, entre guillemets, de passer plus de temps là-dessus, à animer le réseau, etc., à faire mes propres coachings. Donc j'ai vraiment des semaines qui sont très chargées. Donc j'ai pris la décision de diminuer la fréquence de diffusion des épisodes. Aussi dans le contexte de je sais pas si t'as entendu ça, enfin ces derniers mois, dernières années là, j'avais toujours à l'oreille il y a trop de podcasts, il y a trop de podcasts, il y a trop de podcasts. J'arrive plus à écouter. Et ça, j'ai commencé à l'entendre il y a peut-être 2 ans. Et là aujourd'hui, c'est les gens sont saturés en fait de l'écoute. Et donc ça m'a convaincu dans mon idée que c'était peut-être le bon moment d'être un peu moins visible. Et pour répondre à la question que tu viens de poser, aujourd'hui, je suis presque à un stade où je me dirais si je loupe la diffusion d'un épisode toutes les 2 semaines, ce serait pas forcément grave. Alors, pas de là à arrêter la diffusion du podcast, mais si demain je n'arrivais pas à m'organiser pour louper un bimensuel, j'en ferais pas une maladie. Donc tu vois, j'en suis à un stade quand même où je me suis quand même beaucoup détaché, bien que j'ai envie de continuer à proposer ce podcast parce qu'il me tient à cœur, mais je me suis énormément détaché de la... je sais pas si tu connais Joe Rogan aux États-Unis. Joe Rogan, c'est le podcasteur le plus connu au monde. Il publie quand il a envie, quoi. Alors après, il est quand même suivi. Ça ne l'empêche pas de sortir des contenus. C'est le plus suivi au monde. Donc il peut faire ce qu'il a envie. Il peut faire un épisode de 4 heures et puis plus rien sortir pendant 3 mois. Et puis il ressort un épisode de une demi-heure et puis un épisode qui suit 2 semaines après de 3 heures. Enfin, il a aucune règle en fait. Alors après, moi, j'irai pas jusqu'à là parce que il faut être Joe Rogan pour pouvoir faire ça. Mais globalement, je pense que j'en suis à un stade où effectivement je prends énormément de recul, notamment sur la fréquence de diffusion. Avec le côté plaisir, ce que tu disais tout à l'heure, tu gardes pour ce podcast l'envie, le plaisir. Alors moi, toi, j'étais passé même à 2 épisodes semaine, avec une capsule le mardi, un épisode grand format le vendredi. Et en fait, les gens me l'ont dit. Ils m'ont dit, mais on n'arrive même plus à suivre. Croyant justement qu'en sortant plus d'épisodes, il y aurait plus d'écoute, plus d'audience. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le cas. Et alors, j'en suis pas encore, Nico, à réduire à moins d'un épisode par semaine. C'est un petit peu mon fil conducteur. Une fois, j'ai pas envie de briser la chaîne. Depuis juillet 2020, c'est un épisode semaine. Et c'est quelque chose La décision a été dure à prendre. Je pense qu'elle a été difficile de ton côté. Dur et ça m'a soulagé à la fois, en même temps. D'accord. Bon, écoute, peut-être que j'y viendrai quand le moment sera venu. Mais c'est vrai que
il y a tellement de choses positives qui sont liées à ces épisodes, à ces enregistrements. Et personnellement, moi, je préfère ce temps d'enregistrement. Le montage, c'est un petit peu plus fastidieux. Je l'ai jamais délégué et je pense pas que tu le délègues non plus parce que j'ai peur, j'ai surtout envie de garder justement cette substance. Et s'il y a des coupes à faire, en général, il y en a pas beaucoup parce que les invités sont plutôt brillants et bons, mais de perdre un petit peu cet ADN, ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose auquel on est attaché. Alors, tu parlais de communauté. En quoi on a pu te chahuter par rapport à ce terme-là? Parce que tu l'évoquais en début d'épisode. Le terme communauté, on me le reproche souvent. En quoi ça peut être sujet à controverse? Alors, on va pas chahuter. C'est une espèce de running gag que j'ai avec Mathieu et Régis de Footing Souple, qui se foutent un peu de ma gueule sur le sur le sujet communauté et le terme bienveillance, et aussi sur la petite phrase signature que j'ai à la fin de mon podcast où systématiquement ils se foutent un peu de moi, mais c'est de bonne guerre, et je les adore. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le mot communauté, le mot bienveillance, etc., ce sont des termes qui sont quand même assez galvaudés. Mais ce que je mets derrière la communauté, c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'épisode. Je pense, c'est peut-être même sûrement la chose dont je suis le plus fier avec ce projet, c'est d'avoir, là tu vois, dans 2 semaines, on se retrouve tous du côté de la Clusa pour faire un week-end entre nous. On est 20, on va faire du trail. C'est incroyable. Il y a des gens qui se croisent quand ils vont sur les courses, ils se connaissaient pas. Il y a des gens qui s'invitent les uns les autres chez eux parce qu'ils savent qu'ils font partie des Patreons, et du coup ils s'invitent les uns les autres. On a un groupe WhatsApp qui est hyper actif, et du coup qui permet vraiment d'échanger, et en fait ça crée toute une alchimie. Pour moi c'est ça, c'est une communauté. Je vais pas ne pas utiliser le terme parce que c'est aujourd'hui que tout le monde l'utilisateur est à travers, mais c'est vraiment ça. Donc oui, c'est ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, et ce qui m'apporte le plus peut-être, cette fameuse communauté. Est-ce que tu as pensé à un moment donné pouvoir vivre de ce podcast, de ce média? Jusqu'à il y a de 2019 à 2000, ça a pas duré très longtemps, mais de 2019 à 2022, je crois, pendant 3 ans, j'étais persuadé que j'allais en vivre. À tel point que j'avais fait des présentations pour des partenariats avec des marques, etc. On va en parler après si tu le souhaites, mais moi ça a pas du tout fonctionné. Alors je suis peut-être pas bon commerçant, j'ai peut-être pas le bon ADN, j'ai peut-être pas la bonne image pour les marques, je sais peut-être pas me vendre, mais en tout cas pendant des années j'ai cru que j'allais faire de ce média un moyen de revenu à temps complet. Ma femme m'a toujours dit ça n'arrivera pas. J'en suis sûr. Elle me dit et puis elle, ça la rassurait pas en fait. Ça c'est intéressant aussi de le dire aux auditrices, aux auditeurs, parce que quand on est podcasteur, on n'est pas payé sur les écoutes comme un YouTuber peut l'être par exemple. Et Spotify, Apple Podcast nous donne rien non plus, hein. Donc il y a pas de paiement à l'écoute, puisque les plateformes Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Il y a pas de comment dire. En règle générale, les gens qui écoutent sur Apple Podcast, Spotify, etc. Ont des abonnements payants, donc ces plateformes-là redistribuent pas aux podcasteurs notamment. Donc ça c'est une chose à savoir. Et elle m'a toujours dit, moi ce qui me fait peur avec ton rêve de vivre du podcast, c'est que si demain tu plais plus, comment ça se passe? Si demain t'intéresses plus personne, qu'est-ce qu'on fait? Et ça c'est un vrai sujet. C'est ok, vivre de son média, vivre de son podcast, c'est bien, mais si demain le podcast devient passé de mode, on fait quoi? Alors après, tu vas me dire, c'est dans tous les cas comme ça, hein. Quand tu lances une activité, t'as toujours un risque. Mais c'est vrai que très vite, j'ai quand même compris que ça allait être très compliqué. Et puis à la fois vivre de son podcast, ça veut dire aussi, comme on le disait tout à l'heure, aller chercher des partenariats. Qui dit chercher des partenariats dit complexité éditoriale, dit moins de liberté. Enfin moi c'est comme ça que je le vois, et ça correspondait pas réellement à mon ADN non plus. Donc je me suis retrouvé un petit peu entre deux façons de penser qui étaient un peu paradoxales.
C'était à la fois avoir envie de vivre de mon média, mais à la fois pas avoir envie d'être pieds et poings liés par une marque ou par un partenariat. Donc la solution des Patreons est arrivée. Ça a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, j'étais très surpris. Mais on va pas se mentir, il y a un plafond à un moment donné qui est lié quand même au nombre d'écoutes qu'on a. Quand on est un média artisanal comme on l'est, il y a un moment donné où des soutiens, tu vas pas en avoir pour gagner 1500 € par mois, c'est pas vrai. Donc voilà, aujourd'hui où j'en suis, ça m'apporte sur l'aspect financier quand même de la rentrée qui est intéressante, mais c'est pas de là à te faire vivre à temps complet, c'est pas possible. Même à mi-temps, voilà, ça fonctionne pas. En prenant du recul sur ces sponsors qui t'ont fermé les portes, quelles sont les raisons? Ils m'ont pas fermé les portes, ils m'ont même pas écouté. Oui, c'est une fin de non-recevoir. T'as même pas eu de retour, il y a pas eu quasiment pas. Il y a quelques marques qui m'ont répondu pour être poli, mais il y a pas eu de discussion, il y a quasiment rien eu, quoi. Aujourd'hui, ce podcast avec ce prolongement du coaching, c'est peut-être une porte d'entrée pour des personnes que tu vas finalement avoir après en suivi sportif pour te connaître et par rapport à ce que tu véhicules, par rapport à ta personnalité, se dire tiens, j'aimerais bien être accompagné par Nico pour mon prochain objectif, par exemple. Non, mais c'est clair. De toute façon, c'est moi plus de la moitié des gens que j'accompagne sportivement, ils proviennent de près ou de loin du podcast, ou ils sont soutien participatif, ou ils sont auditeurs. Donc là aujourd'hui, moi, je suis complètement full. Donc pour proposer du travail de qualité, il faut quand même limiter le nombre de personnes qu'on accompagne. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, moi, j'utilise le podcast de manière un peu plus ouverte aussi. Là, tu vois, j'ai lancé récemment un épisode un peu plus estampillé partenariat avec ESC, Expert Sport Coaching, pour me servir, joindre les deux bouts, quoi. Utiliser, sans être péjoratif, la communauté et les gens qui me suivent sur le podcast pour la mettre au service d'une activité commerciale de coaching et de réseau. Donc oui, pour moi c'est un cercle vertueux, pardon, j'allais faire une erreur. C'est un cercle vertueux, mais toujours en étant aussi conscient que mon ADN, ça a toujours été l'indépendance, et que bien que mon podcast il aide à développer mon activité de coaching, il faut pas non plus que ça prenne trop de place et que je garde en indépendance aussi, avec ça en fond, tu vois. Au niveau de l'accompagnement, parce que en tant que prof de français et d'histoire géo, je préfère le terme accompagnement que coaching. C'est l'anglicisme qui me gêne un petit peu. Ah, t'es servi en ce moment avec les anglicismes. Ah là, de ce côté-là, oui, il y a ce qu'il faut. Est-ce que tu trouves, comme on en parlait tout à l'heure du trail, c'était un petit peu galvaudé, c'était un petit peu un fouillis, est-ce que ce terme d'accompagnement et de coaching n'est pas mis un petit peu à toutes les sauces et tout le monde se revendique un petit peu coach? Il y a des coachs en tout, en fait. De votre point de vue d'expert en accompagnement sportif, comment vous le percevez? Est-ce qu'il y a besoin de mettre un petit coup de balai dans tout ce qui se fait sur les réseaux et sur ces propositions d'accompagnement qui sont peut-être pas toujours très très qualitatives derrière? Alors déjà petite incise sur le fait qu'on utilise le terme expert dans le cadre de notre société. C'est pas un terme qui est c'est un terme qui est un peu qui crispe un peu, le terme expert, mais on assume ce terme-là. Pourquoi? Sur deux aspects. C'est-à-dire qu'on est expert dans le sens où on pratique notre activité. On vit ce que les gens vivent, peu importe le niveau. Moi, je suis un trailer de milieu de peloton, milieu de peloton plus, on va dire. Donc, je vis exactement ce que la majorité des gens qu'on accompagne vivent. On est expert dans le sens où on est professionnel. Ça veut dire qu'on a une carte professionnelle et on est assuré par une URC Pro notamment. Et puis, on est expert dans le sens où on se forme régulièrement et dans le cadre de notre réseau, on se comment dire. La formation continue et perpétuelle. Tous les vendredis, on se rejoint avec les coachs et on essaye de se faire évoluer les uns les autres. On fait venir des intervenants, des dermatos, des psychologues, des kinés, etc. Bon, bref. Ça, c'était un peu pour replacer le contexte de expert. Après, pour élargir un petit peu sur le coaching, il faut quand même que les auditrices et les auditeurs se rendent compte que le coaching par Internet n'est pas réglementé, parce que c'est considéré comme du conseil. Donc à partir de ce moment-là, tu peux avoir différents coachs qui ont différents niveaux de formation. Tu vois notamment les coachs en préparateur mental, etc.
Tu peux avoir de tout. Tu peux avoir des gens qui ont fait des formations sur 2 jours et des gens qui ont un doctorat en préparation. Enfin, j'exagère un peu, mais tu as des gens qui ont des formations universitaires hyper poussées en préparation mentale, donc c'est quand même pas la même qualité de prestation. Donc tout ça pour dire que le coaching, effectivement, c'est de fait un fourre-tout, puisqu'il n'y a pas de réglementation précise, puisque c'est considéré comme du conseil. Dans le coaching sportif, et ça je pense que peu de gens le savent aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est-à-dire que pour recontextualiser un petit peu, et toi tu le sais, hein, quand tu accompagnes des gens sportivement en tant qu'éducateur sportif en physique, pour être payé, et je dis bien pour être payé, tu dois avoir une carte d'éducateur sportif. Si tu accompagnes un groupe dans un club labellisé FFA ou FSGT, à partir du moment où tu es couvert par la fédération et que tu n'es pas payé, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu veux faire de ton activité d'éducateur sportif ou de coach en travail physique un métier et que tu peux être payé pour ça avec des factures, etc., il faut que tu aies une carte d'éducateur sportif et que tu sois couvert par une assurance. Donc ça, c'est la loi qui régit les activités d'encadrement sportif. Il y a eu une question au gouvernement il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 mois, je crois, par un député de la Haute-Savoie, qui a demandé justement, et je peux t'envoyer les liens de cette fameuse question au gouvernement. Un député a demandé lors d'une question au gouvernement qu'en était-il de l'accompagnement à distance des coachs aujourd'hui. Eh bien, le gouvernement a répondu qu'il n'y avait aucune raison que les coachs à distance ne répondent pas aux mêmes critères de qualité entre guillemets ou d'assurance et de formation que les coachs, que les éducateurs sportifs de terrain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est clair qu'un coach à distance qui n'a pas de carte professionnelle est hors la loi. Ça, il faut en être très conscient. Et c'est très récent. Ça veut dire que c'est officiellement, le gouvernement a répondu en disant que le coaching à distance était considéré au même titre que les éducateurs sportifs sur le terrain. Ça, c'est quand même important à savoir. Alors, important à savoir, et ça permet peut-être de faire un petit peu de tri. Après, à chacun également, dans ses objectifs, de savoir à qui on s'adresse. Tu le disais tout à l'heure, hein, entre un champion qui va avoir un passé finalement de compétition très importante au niveau international, est-ce qu'il est en mesure d'avoir la même pédagogie que quelqu'un qui se sera formé, qui a œuvré sur le terrain en expérimentant également tout un tas de programmation et de séances? C'est pas du tout, je dirais, le même type d'accompagnement. Oui, mais à contrario, en étant tout à fait honnête, tu peux avoir ta carte professionnelle, avoir suivi une formation en CQP, etc., sur une formation de 100 heures, par exemple, et avoir un niveau de connaissance qui est râlé prakrate. C'est pas parce que tu as une carte professionnelle que tu es hyper compétent. Presque bien au contraire parfois. Parce que, par exemple, les kinés, s'ils demandent, ils ont une carte professionnelle d'éducateur sportif, par équivalence. Un kiné, il est très fort, il peut être très fort sur de la réhabilitation, sur de la rééducation et tout, mais il peut avoir zéro connaissance en entraînement. Par contre, il peut avoir une carte professionnelle qui lui permet de faire du coaching à distance. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi de pas tout généraliser. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je préfère, moi personnellement, je suis pas un légaliste outre mesure, mais je préfère avoir un monde où quand je suis accompagné à distance, je suis accompagné par quelqu'un qui paye une responsabilité civile professionnelle que quelqu'un qui n'en a pas une. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. C'est un peu comme si toi, t'es prof dans le public, c'est ça, t'es prof dans le public? Dans le privé, mais sous contrat d'association, ouais. Donc assimilé fonctionnaire. Voilà, donc c'est un peu comme si tu faisais intervenir des profs qui avaient pas passé le CAPES ou qui, enfin voilà, alors il y a 2 poids 2 mesures, ok, parce que tu peux avoir une carte professionnelle avec des formations qui sont très limitées, mais malgré tout, ça te met un socle quand même de légalité. Par exemple, il faut savoir que quand tu es éducateur sportif, tu renouvelles ta carte professionnelle tous les 5 ans. Et qu'est-ce qui se passe quand tu renouvelles tes cartes professionnelles? Le ministère des Sports, il va vérifier ton casier judiciaire. Et ça, personne ne le sait.
c'est pas quelque chose que tu vas garder à vie. Cette carte, elle est attribuée, comme tu l'as dit, oui, tous les 5 ans. Elle peut être renouvelée si tu en fais la demande tous les 5 ans. Si tu fais pas la demande, elle est obsolète. Donc si tu fais la demande, elle est renouvelée, mais il y a une comment dire, une vérification de ton profil judiciaire quand même. Donc ça montre bien aussi que derrière, il y a toute une logique de la responsabilité de l'encadrant qu'il y a envers ces sportifs. Après, encore une fois, je réinsiste, mais c'est pas parce qu'on a une carte professionnelle qu'on est hyper compétent. Il y a des gens qui ont pas de carte professionnelle qui sont hyper compétents. Mais aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui veut faire de du coaching son métier, que ce soit sur le terrain ou à distance, il a quand même la possibilité de mettre un peu d'énergie pour faire 100 heures pour passer un CQP qui te donne une carte professionnelle. J'estime. Voilà, c'est mon point de vue. C'est pas non plus inatteignable. Il faut pas faire 3 ans de fac pour avoir une carte professionnelle. Donc voilà, c'est assez complexe la crédibilité, ou effectivement dans un monde où les influenceurs sont de plus en plus écoutés, etc. Il y a quand même aujourd'hui des choses qui sont faites dont on n'entend pas beaucoup parler, qui vont dans le bon sens de mon point de vue sur cet aspect-là. Alors Nicolas, le temps passe vite. On a déjà 1h15, on a 1h15 d'épisode. Tu as beaucoup parlé, mais tu es l'invité. Et justement, on ne t'a pas beaucoup entendu à travers ces près de 280 épisodes du podcast Let's Trail. Est-ce que c'était une volonté de ta part d'être derrière le micro et de n'avoir que des invités sans pour autant évoquer, comme je peux le faire moi de façon épisodique, ton parcours et tes expérimentations un petit peu plus personnelles? Alors j'avais fait un épisode sur moi. C'était mon frère qui l'avait animé d'ailleurs à l'époque, c'est il y a longtemps. Fabrice que j'embrasse. Et j'ai fait quelques épisodes où je partageais un peu ma préparation, notamment pour l'Ultra de Madère, pour les Templiers, etc. Donc j'ai fait des épisodes bilan aussi où j'étais un peu seul derrière le micro. Mais voilà, j'ai dû en faire peut-être 6 ou 7 depuis fin 2019. Donc c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup me mettre en avant. Et c'est vrai que ça me va bien. Voilà, c'est-à-dire que moi on me reconnaît jamais. Sur les réseaux sociaux, je mets quasiment jamais ma gueule sur les posts, etc. Je suis assez pudique de ce point de vue-là, mais ça me va plutôt bien. Et voilà, ça correspond assez à mon caractère, on va dire. Si on se projette dans quelques années, à 5 ans, où sera Nicolas? Où en sera le podcast Let's Trail? Oh putain, ça c'est une vraie question. En étant tout à fait honnête et transparent, je signerai pas des deux mains que le podcast existera encore dans 5 ans. J'aimerais que ça soit le cas. Mais nous, on va pas se le cacher avec Expert Sport Coaching, on a d'énormes ambitions pour répondre à une problématique qui est de structurer, entre guillemets. Alors, on prétend pas être les seuls à le faire, hein, mais structurer un petit peu l'accompagnement sportif des sports d'endurance à distance. Et je pense que notre approche qui est de faire en sorte que la prestation de coaching de nos coachs, qui sont d'ailleurs donc sélectionnés par le biais de leur carte professionnelle et par le biais d'un entretien individuel pour être sûr qu'ils ont bien le niveau et les connaissances pour accompagner les sportifs. On veut vraiment faire en sorte que nos prestations soient de qualité. Et je pense qu'on est dans la bonne période, j'espère en tout cas. Et je pense que ça va vraiment, on sait pas où ça va aller en fait. Parce que si on fait les choses bien, il faudra pas aller trop vite non plus. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de demandes de coach, on a presque plus de demandes de coach que de demandes d'athlètes, quoi. C'est juste hallucinant. Donc si on est, comment dire, on essaie de respecter l'ADN et de faire les choses bien, on aura une belle société qui fait les choses bien, nous, on a clairement la volonté d'être le réseau de coaching à distance des sports d'endurance numéro 1 en France et pourquoi pas à l'étranger dans les années à venir. Donc, pour répondre à ta question de manière tout à fait honnête et transparente, je pense qu'aujourd'hui, dans le futur, dans mon esprit est plutôt tourné sur l'entrepreneuriat du réseau de coaching et de mon chef d'entreprise, de mon poste de chef d'entreprise
dans ce cadre-là que par rapport au podcast. Après, il est clair que le podcast, c'est quand même mon bébé, c'est quelque chose qui m'a fait évoluer, qui m'a fait connaître aussi, qui m'a permis de lancer sereinement mon activité. Donc je lâcherai pas le podcast de sitôt. Maintenant, de là à dire qu'il sera existant encore dans 5 ans, je peux pas te le garantir à 200%. Nicolas, j'ai une dernière question, la traditionnelle du podcast. On va se demander, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es totalement à côté de tes pompes? Alors, à côté de mes pompes, dans le sens... tu n'es pas dans une activité liée au trail, de près ou de loin? J'adore les sports américains. Mais c'est le sport, ça marche ou pas? Ouais, ça marche. C'est pas le trail qui est, on l'a compris, une passion qui déborde de plus en plus parce que tu en as fait ton métier. Ouais. Pour finir, je vais te laisser conclure par cette phrase, la traditionnelle que tu mets à chaque fin d'épisode du podcast Let's Trail. Et je te laisse le mot de la fin. Moi, je souhaite une bonne semaine aux auditeurs. J'espère qu'ils auront apprécié notre échange. Et je te laisse conclure. Merci Seb en tout cas pour l'invitation. Je souhaite vraiment du fond du cœur vous retrouver pour un prochain numéro de À côté de mes pompes podcast. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut! Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. They got Willa. They got my daughter. I need to find her. From acclaimed director Paul Thomas Anderson. You can save that girl. Today, experience what is being called the best movie of the year. This is the end of the line. Not for you. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Tiana Taylor, Chase Infinity. Let's go! Here I am. One battle after another, now playing only in theaters. Experience it in IMAX. Rated R, under 17 unlimited without parent. You can't hide.